Le vent d'octobre souffle avec force contre les fenêtres du lycée Saint-Exupéry de Lyon, créant cette mélodie mélancolique que seul l'automne français sait composer. Les feuilles dorées tourbillonnent dans la cour, rappelant aux enseignants que l'année scolaire bat déjà son plein. Hélène Moreau, 38 ans, ajuste ses lunettes de lecture tout en observant ce ballet naturel depuis sa salle de classe vide. Professeure de littérature française depuis 15 ans, Hélène possède cette élégance discrète, typiquement lyonnaise. Cheveux châtains soigneusement coiffés en chignon, tailleur anthracite bien coupé, et cette prestance naturelle qui impose le respect sans jamais hausser la voix. Ses yeux noisettes reflètent une intelligence vive, mais aussi une profonde lassitude que seuls ceux qui connaissent intimement la solitude peuvent reconnaître. En ce vendredi après-midi, alors que les couloirs résonnent encore des pas pressés des élèves regagnant leur foyer, Hélène range méthodiquement ses cours sur Madame Bovary. L'ironie ne lui échappe pas. Enseigner l'histoire d'une femme piégée dans un mariage étouffant quand sa propre existence conjugale ressemble tant à celle d'Emma Bovary. Pierre, son époux depuis 15 années qui lui semble désormais interminable, rentrera tard ce soir encore, prétextant un dossier urgent au cabinet d'avocats. Leur maison bourgeoise de Croix-Rousse, avec ses meubles hérités et ses conversations polies autour de la table de la salle à manger, est devenue un décor de théâtre où deux acteurs récitent machinalement leurs répliques sans plus jamais ressentir l'émotion qui les habitait jadis. Les dimanches se succèdent, identiques, déjeuner chez les beaux-parents, promenade digestive au parc de la Tête d'Or, retour silencieux en voiture avec France Inter en fond sonore pour masquer le vide de leurs échanges. Hélène referme son classeur d'un geste sec et traverse le couloir principal du lycée pour se rendre à la salle des professeurs. L'établissement, construit dans les années 1960, a conservé ce charme architectural typique de l'époque. Larges fenêtres, parquet en point de Hongrie et hauts plafonds qui donnent une sensation d'espace et de liberté que sa vie privée ne lui offre plus. C'est là, devant la machine à café en panne depuis 3 semaines, qu'elle la voit pour la première fois vraiment. Béatrice Dubois, la nouvelle professeure d'histoire arrivée en septembre, se débat avec le distributeur de gobelets en plastique, ses boucles auburnes s'échappant de sa queue de cheval, ses joues légèrement rosies par l'agacement. « Elle refuse catégoriquement de me donner un gobelet », dit Béatrice avec un sourire qui transforme instantanément son expression de frustration en une invitation à la complicité. « Il faut la supplier un peu », répond Hélène en s'approchant, surprise par la facilité avec laquelle la conversation s'engage. « Madame la machine, s'il vous plaît, accordez-nous votre bienveillance. » Béatrice éclate de rire. Un rire cristallin qui résonne dans la salle des professeurs déserte et fait naître dans le cœur d'Hélène une sensation oubliée, depuis si longtemps qu'elle peine à l'identifier. C'est de la joie, pure et simple, celle qu'on éprouve quand on découvre une complicité inattendue avec un inconnu qui ne le restera pas longtemps. Béatrice Dubois, se présente-t-elle en tendant une main aux ongles soigneusement vernis d'un rouge discret. J'enseigne l'histoire de France, de la Révolution à la Troisième République principalement. Hélène Moreau, littérature française. De Montaigne à Camus, avec une préférence pour le XIXe siècle, répond Hélène en serrant cette main qui lui semble étonnamment douce et chaude. Leurs regards se croisent un instant de trop. Pas assez pour être gênants, mais suffisamment pour qu'elles ressentent toutes deux cette connexion inexplicable qui naît parfois entre deux âmes qui se reconnaissent sans se connaître. Béatrice a des yeux verts d'une intensité remarquable, avec des petites paillettes dorées qui semblent danser à la lumière des néons. Ses traits fins et harmonieux évoquent ces portraits de femmes intellectuelles du début du XXe siècle, celles qui ont brisé les codes de leur époque pour s'imposer dans des domaines traditionnellement masculins. « Nous devrions peut-être collaborer sur un projet interdisciplinaire », suggère Béatrice en parvenant finalement à obtenir son gobelet de la machine récalcitrante. L'évolution de la condition féminine vue à travers la littérature et l'histoire du XIXe siècle, par exemple, l'idée séduit immédiatement Hélène, non seulement pour sa pertinence pédagogique, mais aussi parce qu'elle lui offrirait l'opportunité de mieux connaître cette collègue qui vient de faire irruption dans sa routine quotidienne comme un rayon de soleil perçant un ciel uniformément gris. C'est une excellente idée. Nous pourrions commencer par George Sand et Flora Tristan, puis élargir à Olympe de Gouges et aux premières féministes, propose Hélène, remarquant avec quelle attention Béatrice l'écoute, hochant la tête avec enthousiasme. Parfait. Nous pourrions nous retrouver la semaine prochaine pour établir un premier plan de travail.
demande Béatrice en consultant son agenda électronique. Hélène acquiesce, consciente qu'elle vient d'accepter bien plus qu'une simple collaboration professionnelle, sans encore comprendre exactement ce qui l'attire chez cette femme aux yeux verts. Est-ce son intelligence évidente? Sa passion manifeste pour son métier ou quelque chose de plus subtil, cette aura de liberté et d'authenticité qui semble émaner d'elle comme un parfum discret mais envoûtant? Alors qu'elle se sépare dans le parking du lycée, Hélène observe discrètement Béatrice monter dans sa Citroën C3 rouge, une couleur qui lui ressemble, vive et assumée. Sur le chemin du retour vers Croix-Rousse, coincée dans les embouteillages habituels de la fin d'après-midi, Hélène réalise qu'elle sourit toute seule au volant de sa sage Peugeot grise. Pour la première fois depuis des années, elle a hâte d'être au lundi suivant. La semaine suivante arrive avec cette ponctualité implacable qui caractérise le calendrier scolaire français. Hélène découvre qu'elle accorde un soin particulier à sa tenue ce lundi matin. Elle choisit un chemisier bleu qui fait ressortir ses yeux et remplace ses habituelles chaussures plates par des escarpins discrets mais élégants. Face à son miroir, elle se surprend à se demander ce que Béatrice pensera de ce subtil changement, avant de chasser cette pensée qu'elle juge inappropriée. Le lycée Saint-Exupéry retrouve son animation habituelle. Couloirs bondés, sonneries stridents, bavardage d'adolescents mêlés aux instructions des professeurs. Hélène navigue dans ce chaos familier, avec l'aisance de l'expérience, mais son attention dérive régulièrement vers l'aile haie du bâtiment, là où se trouve la salle d'histoire de Béatrice. Leur rendez-vous est fixé à 17h30, après les cours et les dernières réunions pédagogiques. Hélène arrive la première dans la petite salle de réunion qu'elle a réservée, installant ses dossiers sur Flora Tristan et George Sand avec un soin méticuleux qui trahit sa nervosité. Quand Béatrice pousse la porte à 17h35, essoufflée et s'excusant pour son léger retard, Hélène ressent cette accélération du rythme cardiaque qu'elle n'avait plus éprouvé depuis l'adolescence. « Excusez-moi, j'ai eu un parent d'élève particulièrement persistant », explique Béatrice en s'installant face à Hélène, sortant de son sac en cuir fauve une série de documents soigneusement classés. « Aucun problème. J'ai préparé quelques pistes de réflexion sur l'évolution du statut de la femme écrivain au XIXe siècle, répond Hélène, en étalant ses recherches sur la table. Ce qui devait être une réunion de travail d'1 heure se prolonge jusqu'à 19h30. Non pas qu'elles peinent à s'organiser. Au contraire, leurs idées se complètent avec une fluidité remarquable, chacune apportant sa expertise pour enrichir la réflexion de l'autre. Mais la conversation dérive naturellement vers des sujets plus personnels, cette zone délicate où le professionnel cède la place à l'intime. Vous savez, j'ai toujours été fascinée par George Sand, confie Béatrice en manipulant distraitement son stylo. Cette capacité qu'elle avait à s'affranchir des conventions sociales, à vivre sa vie selon ses propres règles. Elle payait cher cette liberté, nuance Hélène. La société de son époque ne lui pardonnait pas facilement ses liaisons, son mode de vie, ses choix vestimentaires même. Il faut un courage immense pour accepter d'être incomprise par son époque. Peut-être, mais au moins elle était authentique. Elle ne s'est jamais contentée d'une existence qui ne lui correspondait pas, réplique Béatrice, avec une véhémence qui surprend Hélène. Il y a dans cette phrase une résonance personnelle que Hélène perçoit intuitivement. Elle observe plus attentivement sa collègue. La manière dont ses mains se crispent légèrement quand elle évoque l'authenticité, ce voile de mélancolie qui passe furtivement dans ses yeux verts quand elle parle de George Sand. Et vous, Hélène, vous arrive-t-il de vous sentir en décalage avec votre vie ? Demande soudain Béatrice, une question qui résonne comme un aveu déguisé. La franchise de cette interrogation déstabilise Hélène. Dans leur milieu professionnel, on ne pose pas ce genre de questions. On parle pédagogie, réformes éducatives, difficultés avec l'administration, mais jamais d'épanouissement personnel, jamais de ces failles intimes qui fissurent l'apparence de nos existences bien ordonnées. Parfois, répond-elle prudemment, consciente qu'elle s'aventure sur un terrain dangereux. J'ai l'impression de jouer un rôle écrit par d'autres. Vous voyez ? La professeure modèle, l'épouse respectable, la belle-fille attentionnée, comme si ma véritable personnalité était enfouie sous des couches de convenance. Béatrice hoche la tête avec une compréhension qui va bien au-delà de la simple politesse. Exactement. Moi qui enseigne l'histoire, je me sens parfois prisonnière du passé des autres. Les traditions familiales, les attentes conjugales, les obligations sociales. Cette allusion au mariage intrigue Hélène.
Elle a remarqué l'alliance en or blanc que porte Béatrice, mais jamais celle-ci ne mentionne son époux dans leur conversation. Contrairement à la plupart de leurs collègues, qui émaillent constamment leurs discussions de référence à leur conjoint, Béatrice semble éviter soigneusement le sujet. « Vous êtes mariée depuis longtemps ?» s'enharde à demander Hélène, aussitôt consciente de l'indiscrétion de sa question. « 12 ans, répond Béatrice avec un sourire qui ne parvient pas à masquer une certaine amertume. Michel est dans l'import-export, il voyage énormément. Notre mariage a été... Arrangé n'est pas le bon terme, mais disons fortement encouragé par nos familles respectives. Nos pères se connaissaient, nos milieux sociaux correspondaient, nous avions le bon âge. Tous les ingrédients du parfait mariage bourgeois. Hélène reconnaît dans cette description l'écho de sa propre situation. Pierre et elle se sont rencontrés lors d'un dîner organisé par des amis communs, ont suivi le parcours traditionnel, fiançailles, mariage à l'église Sainte-Nizier, lune de miel en Toscane, achat d'une maison dans un quartier respectable. Tout s'est déroulé selon le plan établi par leurs familles et la société, sans qu'ils prennent jamais le temps de se demander s'ils s'aimaient vraiment ou s'ils se contentaient de s'apprécier suffisamment pour construire une vie commune. Et vous ? Vous semblez avoir trouvé l'équilibre, hasarde Béatrice, avec une curiosité qu'elle ne parvient plus à dissimuler. Hélène hésite longuement avant de répondre. Révéler ses doutes conjugaux à une collègue qu'elle connaît à peine constitue une transgression de toutes les règles de prudence qui régissent les relations professionnelles. Mais quelque chose dans l'attitude de Béatrice, sa sincérité, sa vulnérabilité assumée, l'incite à baisser sa garde. L'équilibre, c'est un bien grand mot, finit-elle par avouer. Pierre et moi, nous fonctionnons bien ensemble, mais je ne suis pas sûre que nous vivions ensemble, si vous voyez la nuance. Nous partageons un quotidien, des habitudes, des obligations. Mais nos âmes semblent évoluer dans des sphères parallèles qui ne se croisent plus jamais. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir, ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation. Que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Le silence qui suit cette confession n'a rien de gênant. Au contraire, il témoigne de cette communion d'âme qui naît parfois entre deux personnes qui découvrent qu'elles partagent les mêmes questionnements existentiels. Dans la lumière déclinante de cette fin d'octobre, avec les premiers lampadaires qui s'allument dans la cour du lycée, Hélène et Béatrice réalisent qu'elles viennent de franchir un seuil invisible. « Nous devrions peut-être nous tutoyer », propose Béatrice avec un sourire qui illumine ses traits. « Après tout, nous allons travailler ensemble pendant plusieurs mois. »« Avec plaisir, Béatrice », répond Hélène, savourant la sonorité de ce prénom qu'elle n'avait encore jamais prononcé. Quand elles rangent leurs affaires et quittent le lycée ensemble, marchant côte à côte vers le parking, Hélène ressent cette sensation étrange d'être enfin à sa place, comme si elle venait de retrouver une partie d'elle-même qu'elle croyait définitivement perdue. La conversation se poursuit naturellement sur le trajet, évoquant leurs lectures favorites, leurs voyages rêvés, leurs déceptions et leurs espoirs. Béatrice raconte sa passion pour l'Irlande, ce pays qu'elle a visité seule l'été dernier, malgré les protestations de Michel, qui considérait ce voyage comme une lubie d'intellectuel. Hélène évoque son rêve secret d'écrire un roman, projet qu'elle n'a jamais osé mentionner à Pierre, de peur d'essuyer ses sarcasmes sur les prétentions artistiques des enseignants frustrés. Arrivées devant leur voiture, elles s'attardent encore quelques minutes, peu désireuses de mettre fin à cette parenthèse enchantée. La température a fraîchi, et Béatrice resserre son écharpe en cachemire gris autour de son cou. Ce geste simple révèle la ligne gracieuse de sa nuque, et Hélène détourne précipitamment le regard, troublée par cette observation qu'elle juge déplacée. « Nous nous retrouvons jeudi prochain à la même heure ?» propose Béatrice. « Bien sûr, j'apporterai mes recherches sur Olympe de Gouges », confirme Hélène en ouvrant sa portière. Sur le chemin du retour, Hélène conduit plus lentement que d'habitude, comme pour prolonger cette sensation de plénitude qui l'habite. Elle réalise qu'elle n'a pas pensé une seule fois à Pierre pendant ces 2 heures passées avec Béatrice, lui qui occupe pourtant une place si centrale dans l'organisation de son quotidien. Cette prise de conscience l'a troublée profondément. Novembre s'installe sur Lyon, avec cette mélancolie particulière qui caractérise l'automne français.
Les feuilles mortes jonchent les trottoirs de Croix-Rousse, et les premières gelées matinales transforment les vitres des voitures en œuvres d'art éphémères. Hélène observe ce spectacle depuis la fenêtre de sa cuisine. Une tasse de thé Earl Grey fumante entre les mains, attendant que Pierre termine sa toilette matinale avec cette méticulosité de notaire qui la fascine et l'exaspère à la fois. Leurs rendez-vous de travail hebdomadaires avec Béatrice sont devenus le point lumineux de sa semaine. Ce qui avait commencé comme une collaboration pédagogique classique a évolué vers quelque chose de plus personnel, de plus intime, sans qu'elles osent encore nommer cette transformation. Leurs recherches sur l'évolution de la condition féminine leur servent désormais de prétexte pour explorer des territoires plus personnels, évoquant leur frustration conjugale avec une liberté qui les surprend elles-mêmes. « Tu sembles plus épanouie ces derniers temps », remarque Pierre en nouant sa cravate devant le miroir de l'entrée ce vendredi matin de la mi-novembre. Cette observation, pourtant bienveillante, met Hélène mal à l'aise. Comment expliquer à son mari que son regain de vitalité coïncide avec ses rencontres avec une collègue? Comment avouer que les heures passées en compagnie de Béatrice lui procurent une joie qu'elle n'éprouve plus dans leur intimité conjugale depuis des années? Le projet interdisciplinaire avec ma collègue d'histoire me stimule intellectuellement, répond-elle prudemment, techniquement sincère mais consciemment incomplète. Pierre hoche distraitement la tête, déjà absorbé par la consultation de ses messages professionnels sur son smartphone. Cette capacité qu'il a de se désintéresser immédiatement de tout ce qui ne concerne pas directement sa carrière d'avocat illustre parfaitement la distance qui s'est creusée entre eux au fil des années. Il y a longtemps qu'ils ont cessé de se raconter leur journée avec passion, longtemps qu'ils ont renoncé à partager leurs émotions profondes. Au lycée, Hélène remarque qu'elle guette désormais les apparitions de Béatrice dans les couloirs. Un sourire échangé près de la machine à café, quelques mots glissés entre deux cours, une main effleurée en se croisant dans l'escalier, ces micro-interactions prennent une importance démesurée dans son quotidien. Elle se surprend à mémoriser les tenues de sa collègue, à noter ses changements d'humeur, à adapter inconsciemment ses propres horaires, pour maximiser leurs chances de rencontre fortuite. Ce vendredi après-midi, leur rendez-vous habituel prend une tournure différente. Au lieu de la salle de réunion habituelle, Béatrice propose qu'elles se retrouvent au Café des Traboules, cette petite brasserie typiquement lyonnaise nichée dans le vieux Lyon, loin de l'environnement scolaire et des regards indiscrets de leurs collègues. « J'ai pensé qu'un changement de décor nous ferait du bien », explique Béatrice au téléphone, sa voix portant une note d'excitation inhabituelle. Hélène accepte sans hésitation, bien qu'elle saisisse intuitivement que cette proposition marque une nouvelle étape dans leur relation. Sortir du cadre professionnel pour se retrouver dans un lieu public, c'est franchir une ligne invisible qui sépare la collaboration innocente de quelque chose de plus ambigu, de plus dangereux. Le Café des Traboules occupe le rez-de-chaussée d'un immeuble Renaissance, avec ses murs en pierre dorée et ses fenêtres à meneaux qui donnent sur une cour pavée. L'intérieur mélange harmonieusement l'authenticité historique et le confort moderne. Poutres apparentes, mobilier en bois ciré, éclairage tamisé créé par des lampes en cuivre qui diffusent une lumière chaude et intimiste. Béatrice a choisi une table dans l'alcôve du fond, à l'abri des regards et du passage. Quand Hélène la rejoint, elle découvre sa collègue sous un jour nouveau, cheveux détachés cascadant sur ses épaules, pull en cachemire bordeaux qui épouse harmonieusement ses formes, maquillage plus sophistiqué que d'habitude. Cette transformation vestimentaire n'a rien d'anodin, et toutes deux le savent parfaitement. « J'ai pris la liberté de commander un Côte du Rhône », annonce Béatrice en désignant la bouteille ouverte sur la table. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Cette correction spontanée du vouvoiement au tutoiement illustre parfaitement l'évolution de leur relation. Dans l'environnement professionnel du lycée, elles maintiennent encore parfois les formes de politesse traditionnelles, mais ici, dans l'intimité feutrée de ce café, les barrières s'effritent naturellement. Au contraire, c'est parfait, répond Hélène en s'installant face à Béatrice, consciente de la proximité physique que permet cette petite table ronde. Le vin aidant, la conversation prend rapidement une tournure plus personnelle. Béatrice évoque son enfance bordelaise dans une famille de négociants en vin, cette éducation traditionnelle qui l'a formatée pour devenir une épouse modèle, mais qui a négligé de lui apprendre à exprimer ses désirs personnels. Hélène partage ses souvenirs de jeune fille studieuse, première de sa promotion à l'école normale supérieure,
mais qui a fini par renoncer à ses ambitions académiques pour s'installer dans une vie conjugale rassurante, mais dénuée de passion. « Tu sais ce qui me fascine chez George Sand ?» reprend Béatrice en faisant tourner le vin rouge dans son verre. Ce n'est pas seulement sa liberté sexuelle ou sa carrière littéraire. C'est sa capacité à assumer ses contradictions, à accepter d'être incomprise plutôt que de vivre dans le mensonge. Le mensonge, répète Hélène pensivement. N'est-ce pas ce que nous faisons toutes, finalement ? Mentir sur nos véritables aspirations pour préserver l'harmonie sociale ? Leurs regards se croisent et s'accrochent avec une intensité nouvelle. Dans la pénombre dorée du café, les yeux verts de Béatrice semblent capturer toute la lumière ambiante. Hélène ressent cette accélération du rythme cardiaque qui accompagne les moments charnières de l'existence, ces instants où l'on sait qu'une décision va basculer le cours de sa vie. « Hélène » murmure Béatrice en avançant imperceptiblement sa main sur la table. « Puis-je te poser une question très indiscrète ?»« Bien sûr », répond Hélène d'une voix qu'elle ne reconnaît pas, étrangement rauque. « T'arrive-t-il de repenser à ce que ta vie aurait pu être si tu avais fait des choix différents, si tu avais écouté tes véritables désirs plutôt que les attentes des autres ?» Cette question résonne comme un coup de poing dans l'estomac d'Hélène. Bien sûr qu'elle y pense, surtout depuis qu'elle a commencé à fréquenter Béatrice. Combien de nuits blanches a-t-elle passées à se demander comment sa vie aurait évolué si elle avait eu le courage de George Sand, si elle avait osé poursuivre ses recherches en littérature comparée, si elle avait refusé ce mariage de convenance qui l'a installée dans une respectabilité étouffante. Constamment, avoue-t-elle dans un souffle. Surtout depuis quelques semaines. Béatrice comprend immédiatement l'allusion. Sa main glisse lentement sur la table et vient effleurer celle d'Hélène. Un contact léger, presque accidentel, mais chargé d'une électricité qui les traverse toutes les deux comme une décharge. Ni l'une ni l'autre ne retire sa main. Au contraire, leurs doigts s'entremêlent naturellement, créant cette intimité physique qu'elle n'osait encore envisager. « Béatrice », commence Hélène, sans savoir comment terminer sa phrase. « Je sais », répond simplement Béatrice. « Moi aussi. » Ces 3 mots contiennent tout. L'aveu d'une attraction mutuelle, la reconnaissance de sa dangerosité, l'acceptation tacite de poursuivre malgré les risques. Dans le brouhaha du café qui se remplit pour l'apéritif du vendredi soir, elle reste silencieuse, savourant ce moment de vérité qui scelle leur complicité naissante. La main de Béatrice est douce et chaude, ses ongles vernis d'un rouge discret qui rappelle la couleur de ses lèvres. Hélène observe ces détails avec une acuité nouvelle, consciente qu'elle est en train de basculer vers un territoire inconnu et dangereux. Jamais auparavant elle n'avait ressenti cette attraction pour une femme. Jamais elle n'avait remis en question son hétérosexualité pourtant assumée depuis l'adolescence. « Nous devrions peut-être, » commence-t-elle prudemment. « Partir, oui, » complète Béatrice en retirant délicatement sa main. « Avant que nous fassions quelque chose que nous pourrions regretter. » Mais aucune des deux ne bouge. L'air entre elles semble s'être épaissi, chargé de cette tension érotique qui précède les basculements irréversibles. Béatrice porte son verre à ses lèvres et Hélène suit ce geste avec une fascination qu'elle n'essaie plus de dissimuler. « Hélène » murmure Béatrice en reposant son verre. « Qu'est-ce qui nous arrive ?»« Je n'en sais rien » répond honnêtement Hélène. « Mais je sais que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense. » Cette confession libère quelque chose entre elles. Béatrice se penche légèrement vers Hélène, réduisant encore la distance qui les sépare. Leurs visages ne sont plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et Hélène peut sentir le parfum délicat de sa collègue, un mélange de jasmin et de bergamote qui lui donne le vertige. « Si nous étions dans un autre contexte, » commence Béatrice. « Mais nous ne le sommes pas, » l'interrompt Hélène avec une lucidité douloureuse. « Nous sommes 2 femmes mariées, collègues de travail, dans une petite ville où tout se sait. »« Je sais, » soupire Béatrice en se redressant. « Mais cela rend-il nos sentiments moins réels ?» Cette question résonne longtemps dans l'esprit d'Hélène, tandis qu'elle règle l'addition et quitte le café en évitant soigneusement de se frôler. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean, dans la lumière déclinante de cette fin d'après-midi de novembre, elles se séparent avec la conscience aiguë
qu'elles viennent de franchir un point de non-retour. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal à côté de Pierre qui dort du sommeil du juste, Hélène revit inlassablement ces quelques heures passées avec Béatrice. Le contact de sa main, l'intensité de son regard, la promesse contenue dans ses silences, tout cela compose un kaléidoscope d'émotions nouvelles qui bouleverse ses certitudes les mieux ancrées. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se demande si elle a le droit au bonheur, même si celui-ci exige de détruire l'équilibre apparent de son existence. Décembre transforme Lyon en carte postale hivernale. Les illuminations de la fête des Lumières parent la ville d'une magie éphémère, et les premiers flocons de neige commencent à saupoudrer les toits de tuiles roses du vieux Lyon. Mais cette beauté féerique contraste cruellement avec le tourment intérieur qui agite Hélène depuis sa soirée au café des Traboules avec Béatrice. Les 2 semaines qui ont suivi cette rencontre ont été marquées par une danse subtile d'évitement et de rapprochement. Au lycée, elles maintiennent une façade professionnelle irréprochable, se saluant poliment dans les couloirs, échangeant des informations pédagogiques lors des conseils de classe, collaborant efficacement sur leurs projets interdisciplinaires. Mais sous cette surface lisse, couvant des tensions qui menacent d'exploser à tout moment, leurs regards se cherchent et se fuient alternativement. Une main qui s'attarde sur l'autre en échangeant des documents, un frôlement accidentel dans l'escalier, des conversations qui s'arrêtent brusquement quand un collègue s'approche, autant de signes d'une intimité grandissante qu'elle tente vainement de dissimuler. Monsieur Leclerc, le directeur adjoint, homme d'une 50aine d'années aux opinions conservatrices bien connues, commence à manifester une attention soutenue à leurs interactions. Ancien militaire reconverti dans l'enseignement, il cultive une conception rigide de la morale et de l'ordre qui lui fait considérer avec suspicion toute déviance par rapport aux normes établies. « Madame Moreau », l'interpelle-t-il ce vendredi matin dans le hall d'entrée. « J'aimerais m'entretenir avec vous de votre projet avec Madame Dubois. » Le cœur d'Hélène s'emballe immédiatement. Y a-t-il quelque chose de répréhensible dans leur collaboration? Ont-elles trahi, par un geste ou un regard, la nature ambiguë de leur relation? Bien sûr, monsieur le directeur. Y a-t-il un problème? Pas de problème à proprement parler, répond Leclerc, avec ce sourire glacial qui ne rassure jamais personne. Mais j'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines. Je tenais simplement à vous rappeler l'importance de maintenir une certaine discrétion dans nos relations professionnelles. Cette mise en garde, formulée avec la perfidie caractéristique des petits chefs, atteint Hélène comme une gifle. Leclerc n'accuse rien explicitement, mais son message est d'une clarté cristalline. Il les surveille, et toute dérive sera immédiatement sanctionnée. « Je ne vois pas très bien ce que vous insinuez », réplique Hélène avec une dignité qu'elle espère convaincante. « Je n'insinue rien du tout », rétorque Leclerc. « Je me contente de rappeler que notre établissement a une réputation à préserver. Nos élèves, nos parents d'élèves, attendant de nous un comportement exemplaire en toutes circonstances. » Cette conversation laisse Hélène profondément perturbée, non seulement parce qu'elle révèle que leur complicité naissante n'est pas passée inaperçue, mais aussi parce qu'elle lui fait prendre conscience de la vulnérabilité de leur position. Dans une société encore largement conservatrice, 2 femmes mariées qui développent une relation ambiguë s'exposent à des risques considérables, professionnels, sociaux, familiaux. Elle trouve Béatrice dans la salle des professeurs, corrigeant des copies d'élèves de terminale sur la Commune de Paris. Quand elle lui rapporte sa conversation avec Leclerc, le visage de sa collègue se ferme instantanément. « Il faut que nous soyons plus prudentes », murmure Béatrice, en regardant nerveusement autour d'elle pour s'assurer qu'elles ne sont pas écoutées, ou que nous arrêtions tout, suggère Hélène d'une voix qu'elle voudrait ferme, mais qui trahit sa détresse. Le silence qui suit cette proposition est lourd de non-dits. Béatrice range ses copies avec des gestes mécaniques, évitant soigneusement de croiser le regard d'Hélène. Quand elle relève enfin la tête, ses yeux verts brillent de larmes contenues. « C'est peut-être effectivement la solution la plus raisonnable », admet-elle dans un souffle. Ces mots déchirent le cœur d'Hélène comme une lame. Pendant des semaines, elle s'est raccrochée à cette relation naissante comme à une bouée de sauvetage, y puisant la force de supporter la médiocrité de son existence conjugale. L'idée de renoncer à Béatrice lui semble soudain aussi insupportable que celle de continuer à vivre dans le mensonge. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?»
demande-t-elle avec une intensité qui surprend Béatrice. Non, répond celle-ci sans hésitation. Mais est-ce que ce que nous voulons a vraiment de l'importance? Cette question existentielle résonne longtemps dans l'esprit d'Hélène. Combien de fois s'est-elle posé cette interrogation au cours de sa vie? Combien de fois a-t-elle renoncé à ses désirs authentiques pour préserver l'harmonie sociale, pour éviter les conflits, pour correspondre aux attentes d'autrui? La tension devient insoutenable quand, le mercredi suivant, Pierre annonce à Hélène qu'il a prévu de lui faire une surprise pour leurs 15 ans de mariage. « J'ai réservé une table au Paul Bocuse pour samedi soir », déclare-t-il avec cette satisfaction du mari attentionné qui croit faire plaisir à sa femme, et j'ai pris des billets pour un week-end à Venise la semaine prochaine. Cette perspective, qui aurait dû la réjouir, plonge Hélène dans un abîme de culpabilité. Comment accepter ces marques d'affection de son époux quand son cœur appartient déjà à une autre? Comment jouer la comédie du bonheur conjugal quand chaque cellule de son corps aspire à retrouver Béatrice? Le dîner au Paul Bocuse se déroule comme dans un cauchemar éveillé. Pierre, exceptionnellement détendu et bavard, évoque leurs souvenirs communs, leurs projets d'avenir, la possibilité d'acheter une maison de campagne dans le Beaujolais. Hélène acquiesce mécaniquement, souriant aux moments appropriés, mais son esprit est ailleurs, hanté par le souvenir des yeux verts de Béatrice et de la douceur de sa main. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps », remarque Pierre entre le homard et le soufflé au Grand Marnier. « Y a-t-il quelque chose qui te tracasse ?» Cette sollicitude, pourtant légitime, met Hélène au supplice. Comment expliquer à cet homme qui partage sa vie depuis 15 ans qu'elle découvre seulement maintenant ce qu'est la passion véritable? Comment lui dire qu'elle a l'impression d'avoir vécu endormie jusqu'à cette rencontre qui a bouleversé tous ses repères? « Non, tout va bien », ment-elle lamentablement. « C'est simplement la fatigue de la fin de trimestre. » Pierre hoche la tête avec compréhension, satisfait de cette explication rationnelle. Son incapacité à percevoir la détresse de sa femme illustre parfaitement la superficialité de leur relation. Ils vivent côte à côte, sans jamais vraiment se voir, se parlent sans jamais vraiment communiquer, partagent un lit sans jamais vraiment se rencontrer. Cette prise de conscience frappe Hélène comme une révélation. Leur mariage n'est pas un échec parce qu'elle éprouve des sentiments pour Béatrice. Il était déjà mort depuis longtemps, et sa rencontre avec sa collègue ne fait que révéler cette réalité qu'elle refusait d'admettre. Le week-end à Venise, censé raviver leur flamme conjugale, tourne au désastre. Dans le cadre romantique de la Sérénissime, avec ses gondoles, ses palais et ses ponts suspendus au-dessus des canaux, Hélène mesure cruellement l'abîme qui la sépare de son mari. Pierre photographie consciencieusement les monuments, consulte ses guides touristiques, organise leur visite avec l'efficacité d'un tour opérateur, mais ne remarque pas que sa femme traverse la plus grave crise existentielle de sa vie. Le dimanche soir, dans leur suite de l'hôtel d'Agnelli, avec vue sur le Grand Canal, Pierre tente un rapprochement physique. Ses caresses, pourtant tendres et respectueuses, révulsent Hélène, qui ne parvient plus à dissimuler son dégoût. Comment son corps pourrait-il répondre à ces sollicitations quand son âme tout entière aspire à d'autres bras? Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? Demande Pierre, blessé par ce rejet qu'il ne comprend pas. Je suis désolée, balbutie-t-elle en s'écartant. Je ne me sens pas très bien. Nouveau mensonge, nouvelle lâcheté. Mais comment avouer la vérité à cet homme qui ne mérite pas cette trahison, même s'il ne sait plus la rendre heureuse? De retour à Lyon, Hélène retrouve le lycée avec un soulagement mêlé d'appréhension. Revoir Béatrice après ses 5 jours d'absence lui semble à la fois vital et terrifiant. Comment leur relation va-t-elle évoluer après cette parenthèse forcée? Elle la croise dans le couloir le mardi matin. Leurs regards se croisent une fraction de seconde, assez pour qu'Hélène y lise une détresse égale à la sienne. Béatrice aussi a souffert de cette séparation. Béatrice aussi lutte contre des sentiments qu'elle n'arrive plus à maîtriser. L'occasion de se retrouver seule se présente l'après-midi même. La salle des professeurs est déserte, et elles s'installent côte à côte pour corriger des copies, savourant cette proximité physique qu'elles s'interdisent depuis des semaines. « Comment s'est passé ton week-end » demande Béatrice d'une voix qu'elle s'efforce de rendre neutre. « Épouvantable » répond Hélène sans réfléchir. Cette sincérité brutale les surprend toutes les deux. Béatrice pose sa main sur celle d'Hélène, dans un geste de réconfort qui réveille instantanément toutes les sensations qu'elle tentait d'oublier. « Béatrice » murmure Hélène.
Je sais, répond celle-ci. Moi aussi j'ai pensé à toi chaque minute. Cette confession libère la tension accumulée. Leurs mains s'entremêlent naturellement, et elles restent ainsi plusieurs minutes, silencieuses, savourant cette intimité dangereuse. C'est à ce moment précis que M. Leclerc pousse la porte de la salle des professeurs. Le temps se suspend dans un silence de plomb. M. Leclerc s'immobilise sur le seuil de la salle des professeurs, son regard passant des mains entrelacées d'Hélène et Béatrice à leurs visages interdits. L'expression qui se peint sur ses traits mélange la satisfaction du chasseur qui a débusqué sa proie et l'indignation morale de celui qui vient de surprendre une transgression majeure. Hélène et Béatrice se séparent précipitamment, mais le mal est fait. Dans cette fraction de seconde, leur secret a volé en éclats, exposant leur vulnérabilité au regard malveillant de celui qui attendait précisément cette occasion pour les confondre. « Mesdames, dit Leclerc d'une voix glaciale, je crois qu'il serait opportun que nous ayons une conversation très prochainement. » Il ressort aussi brusquement qu'il était entré, les laissant dans un état de panique totale. Béatrice, livide, range frénétiquement ses affaires, évitant soigneusement le regard d'Hélène. Ses mains tremblent si fort qu'elle peine à fermer son cartable. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmure-t-elle, au bord des larmes. Hélène ne trouve pas de réponse immédiate. Le piège s'est refermé sur elle avec une efficacité redoutable, et toutes les issues semblent désormais condamnées. Leclerc va-t-il les convoquer séparément, alerter la direction, informer leurs époux respectifs ? « Il faut qu'on se parle », déclare finalement Hélène. « Pas ici, pas maintenant, mais ce soir. » Elle se donne rendez-vous dans un petit parc de Croix-Rousse, loin des regards indiscrets et du lycée qui leur semble soudain hostile. La journée s'éternise, ponctuée d'angoisse et de scénarios catastrophes. Comment expliquer à Pierre qu'elle éprouve des sentiments pour une collègue ? Comment justifier ces heures passées ensemble sous prétexte de travail ? Les questions se bousculent dans l'esprit d'Hélène, tandis qu'elle termine péniblement ses cours de l'après-midi. À 19h, elle retrouve Béatrice près du petit kiosque à musique du parc de la Croix-Rousse. L'endroit, désert en cette soirée de décembre glacial, offre l'intimité nécessaire à une conversation qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir tenir quelques mois auparavant. Béatrice l'attend déjà, emmitouflée dans son manteau gris, ses cheveux auburn contrastant avec la blancheur naissante de la neige qui commence à tomber. « Leclerc va parler », dit Béatrice sans préambule, ses mots formant de petits nuages de vapeur dans l'air froid. Il a cette expression. Je l'ai déjà vu quand il s'est acharné sur Madame Rousseau l'année dernière, pour son soi-disant manque de professionnalisme. Hélène s'installe sur le banc à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse malgré son envie désespérée de la réconforter. « Que risquons-nous exactement ?» demande-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Au mieux, une mutation disciplinaire dans des établissements différents. Au pire... Béatrice laisse sa phrase en suspens, mais toutes deux comprennent. La révocation, la destruction de leur réputation professionnelle, l'humiliation publique, l'effondrement de leur vie familiale. Le silence s'installe entre elles, lourd de toutes les décisions qu'elles vont devoir prendre. Dans la pénombre du parc éclairé par de rares lampadaires, leurs profils se découpent comme deux silhouettes fragiles face à l'immensité de la nuit lyonnaise. « Hélène » murmure finalement Béatrice. « Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais avoué à personne ?» Le ton de sa voix, d'une gravité inhabituelle, fait frissonner Hélène. Elle hoche la tête, pressentant que cette confession va changer irrémédiablement le cours de leur histoire. « J'ai toujours su que j'étais différente », commence Béatrice, fixant ses mains gantées. « Déjà adolescente, mes amis me parlaient de leur crush sur les garçons du lycée, et moi ? Moi, je regardais nos professeurs de français, ou de sciences, avec une admiration qui dépassait le simple respect intellectuel. » Cette révélation bouleverse Hélène. Ainsi, ce qu'elle prenait pour une découverte mutuelle était en réalité pour Béatrice la reconnaissance enfin assumée d'une vérité longtemps enfouie. « Pourquoi as-tu épousé Michel ?» s'entend-elle demander. « Par lâcheté », répond Béatrice avec une amertume qui lui serre le cœur. « Parce qu'à 24 ans, issue d'une famille bourgeoise bordelaise, on ne refuse pas un beau parti comme Michel Dubois. Parce que j'espérais que l'amour viendrait avec le temps, avec l'habitude. Parce que j'ai cru pouvoir faire taire cette partie de moi qui n'entrait pas dans les cases prédéfinies. » Les larmes roulent maintenant librement sur les joues de Béatrice,
et Hélène ne peut plus résister à l'envie de la prendre dans ses bras. Tant pis pour les convenances, tant pis pour les risques. Sa collègue souffre, et c'est la seule chose qui compte à cet instant. Et toi ? Demande Béatrice en se blottissant contre elle. Comment vis-tu cette révélation ? Hélène réfléchit longuement avant de répondre. Ces derniers mois ont été un parcours d'autodécouverte aussi douloureux qu'exaltant. Comment expliquer qu'à 38 ans, elle découvre des aspects de sa personnalité qu'elle ignorait totalement ? Je crois que j'ai toujours été attirée par les femmes fortes et intelligentes, admet-elle finalement. Mes professeurs à l'université, mes collègues brillantes, je mettais cela sur le compte de l'admiration professionnelle. Mais avec toi, j'ai compris que c'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus physique. Cette confession libère quelque chose entre elles. Pour la première fois, elles nomment explicitement la nature de leur attraction mutuelle, sortant de l'ambiguïté confortable mais paralysante dans laquelle elles évoluaient depuis des semaines. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Béatrice en se redressant, essuyant ses larmes d'un geste déterminé. Cette question résonne comme un ultimatum. Vont-elles continuer à se cacher, à vivre dans le mensonge et la frustration, ou auront-elles le courage d'assumer leurs sentiments, quelles qu'en soient les conséquences ? « Je ne peux plus vivre dans le mensonge », déclare soudain Hélène avec une fermeté qui la surprend elle-même. Ni avec Pierre, ni avec moi-même. Ces derniers mois m'ont fait comprendre que je ne vivais pas vraiment, que j'existais simplement selon un scénario écrit par d'autres. Béatrice la regarde avec une intensité nouvelle, comme si elle découvrait enfin la vraie personnalité de sa collègue, sous le vernis de respectabilité bourgeoise. « Tu as raison », murmure-t-elle. George Sand disait qu'il vaut mieux être honni pour ce qu'on est qu'adulé pour ce qu'on n'est pas. Cette référence à leur écrivaine favorite les fait sourire malgré la gravité de la situation. Comme il est ironique qu'elles trouvent dans leur cours sur l'émancipation féminine du XIXe siècle la force d'affronter leurs propres démons, alors nous le faisons ? Demande Béatrice. Nous assumons ? Malgré Leclerc, malgré nos maris, malgré le scandale, Hélène saisit les mains de Béatrice dans les siennes, consciente que ce geste simple scelle leur destin commun. « Oui », répond-elle d'une voix claire qui résonne dans le silence du parc enneigé. « Nous le faisons. » Le lundi suivant, M. Leclerc les convoque dans son bureau. L'homme, sanglé dans son costume sombre, affiche cette expression de satisfaction vengeresse qu'arborent les petits despotes quand ils s'apprêtent à détruire leurs victimes. « Mesdames, » commence-t-il sans préambule, « je vous ai fait venir pour discuter d'un problème délicat qui touche notre établissement. » Hélène et Béatrice se tiennent droites sur leurs chaises, refusant de donner à leurs tortionnaires la satisfaction de les voir s'effondrer. « Il m'est revenu aux oreilles que votre collaboration professionnelle avait pris des tournures inappropriées, » continue Leclerc, savourant chaque mot. « Des témoins vous ont vu tenir des comportements déplacés dans l'enceinte de notre lycée. » « De quel comportement parlez-vous exactement, monsieur le directeur ?» demande Hélène avec un calme qu'elle ne pensait pas pouvoir maintenir. Leclerc se penche en avant, son sourire glacial révélant sa satisfaction de pouvoir enfin porter le coup fatal. « Ne jouez pas aux innocentes avec moi. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Ce genre de déviance n'a pas sa place dans un établissement qui accueille des mineurs. » Le mot « déviance » frappe Béatrice comme une gifle. Elle se lève brusquement, ses yeux verts étincelants de colère. « Monsieur Leclerc, » dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue, « je ne vous permets pas d'utiliser ce vocabulaire pour qualifier des sentiments humains parfaitement légitimes. »« Des sentiments ?» ricane Leclerc. « Vous reconnaissez donc entretenir une relation sentimentale ?» Le piège se referme, mais étrangement, Béatrice ressent un immense soulagement. Fini les mensonges, fini les cachotteries. L'heure de la vérité a enfin sonné. « Oui, » répond-elle avec une dignité qui cloue Leclerc sur place. « J'ai des sentiments pour Madame Moreau. Et je n'ai pas honte de cet amour, même si vous semblez y voir quelque chose de répréhensible. » Hélène sent son cœur s'emballer. Béatrice vient de prononcer pour la première fois le mot « amour », assumant publiquement leurs sentiments malgré les conséquences que cela implique. « Et vous, Madame Moreau ?» demande Leclerc en se tournant vers elle. « Partagez-vous ces sentiments ?» Le moment de vérité est arrivé. Dans quelques secondes, Hélène va soit confirmer publiquement son amour pour Béatrice, soit renier cette relation pour préserver sa situation. Elle pense fugacement à Pierre, à leur maison de Croix-Rousse,
à la vie tranquille qu'elle va détruire d'un mot. Puis elle regarde Béatrice, voit l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux verts, et prend sa décision. « Oui, » dit-elle d'une voix claire, « j'aime Béatrice. Et contrairement à vous, monsieur Leclerc, je considère que l'amour n'est jamais une déviance, quelle que soit la forme qu'il prend. » Le silence qui suit cette double confession résonne comme un coup de tonnerre. Leclerc, visiblement déstabilisé par leur franchise, met quelques secondes à retrouver contenance. « Très bien, » finit-il par dire. « Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que d'alerter la direction du rectorat. Vos époux respectifs seront également informés de la situation. » Cette menace, qui les aurait terrorisés quelques jours auparavant, ne parvient plus à les atteindre. En assumant publiquement leur amour, elles ont franchi le point de non-retour. Quoi qu'il advienne maintenant, elles affronteront les conséquences ensemble. « Faites donc, » répond Béatrice en se levant. « Nous assumons pleinement nos sentiments et nos choix. » Elles sortent du bureau de Leclerc, main dans la main, sous le regard médusé du directeur adjoint, qui ne s'attendait visiblement pas à une telle détermination de leur part. Dans le couloir, Hélène réalise qu'elle tremble de tous ses membres. L'adrénaline de l'affrontement retombe, laissant place à une angoisse sourde face à ce qui les attend. « Nous venons de détruire nos vies, » murmure-t-elle. « Non, » répond fermement Béatrice, en s'arrêtant pour la regarder dans les yeux. « Nous venons de commencer à les vivre vraiment. » Cette certitude, cette force tranquille que dégage Béatrice, rassure Hélène. Oui, les prochaines semaines vont être douloureuses. Oui, elles vont devoir affronter l'incompréhension, les jugements, peut-être même la haine. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sent authentique, alignée avec ses véritables désirs. Le soir même, Hélène annonce à Pierre qu'elle souhaite lui parler. Dans leur salon bourgeois, face à cet homme qui a partagé 15 années de sa vie sans vraiment la connaître, elle trouve le courage de dire enfin sa vérité. « Pierre !» commence-t-elle d'une voix qu'elle s'efforce de maintenir ferme. « Je dois t'avouer quelque chose d'important. » Son mari lève les yeux de son journal, intrigué par la solennité inhabituelle de son ton. « Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, » poursuit-elle, « et cette personne, c'est une femme. » Le journal de Pierre glisse de ses mains, tombant sur le parquet ciré dans un froissement de papier qui résonne comme un coup de canon dans le silence du salon. Souhaiteriez-vous que je continue avec la réaction de Pierre et les conséquences de cette révélation, ou préférez-vous que je développe d'autres aspects de cette histoire d'amour ?